Bien, bonjour à toutes et à toutes et à tous. Alors, je vais commencer par me présenter, ça va être très rapide, que vous sachiez qui je suis et à quel titre j'interviens ici. Je m'appelle Antonin Gonan, vous avez mon nom ici. Je suis consultant freelance en leadership et management et j'interviens dans des entreprises de toute taille, tout secteur d'activité et dans de nombreuses entreprises du web. Je vous donne quelques exemples qui me viennent en tête tout de suite. Chez Mythic, chez Deezer. J'ai rencontré Blablacar la semaine dernière, un des fondateurs, Francis. Vestiaire Collective, que vous connaissez peut-être également. Alors, cette conférence, c'est une conférence tout public sur l'agilité et sur le leadership. Donc, je ne vais pas rentrer dans des considérations trop techniques, ça va être assez large. Et cette conférence commence d'une manière assez peu orthodoxe, puisque vous allez le voir tout de suite, ma première diapo, c'est une pause. Je vous mets en pause, ou en tout cas je me mets en pause. Je vais vous demander de faire une tâche très simple. Vous allez devoir échanger avec la personne qui est la plus proche de vous. Si vous êtes isolé, n'hésitez pas à vous rapprocher de quelqu'un. Vous vous mettez en binôme. Si vous êtes 3, ça ne pose aucun problème. Je vous pose une question toute simple. La première diapo, c'est leadership. Si je vous dis leader, vous pensez à qui? Donc mettez-vous en binôme. Vous avez 1 minute pour réfléchir à des noms. Et ensuite, au bout d'1 minute, je ferai un débriefing. C'est parti, à vous. Vous avez 1 minute, j'ai un chrono dans la main. Réfléchissez aux leaders qui vous viennent en tête dès le départ. Allez-y. Tous les noms qui vous viennent en tête, peu importe le secteur. Des personnes, oui. Oui, des noms de personnes. Non, non, pas les fonctions. Ah non, on va prendre des personnes. Comme vous voulez. Si on ne les connaît pas, enfin en tout cas si je ne les connais pas, il faudra nous dire qui c'est. Prenez encore 20 secondes sur les derniers noms qui arrivent. Bien, je vais les prendre à la volée, vous allez me donner les noms. Hein. Parlez assez fort, je ne vais pas faire passer un micro pour ça. Parlez assez fort, qu'on vous entende. Allez-y, vous pensez à qui quand je vous dis leader? Gandhi. Ok, bon, là, leader, parfait. Qui d'autre? Zuckerberg, leader. Bill Gates, on est chez Microsoft. Steve Jobs, ah, on cite Steve Jobs ici. Pourquoi pas, à la rigueur. Alors là, je n'ai pas entendu en même temps. Zidane, pardon. Zinedine Zidane, leader. Alors après, je vais être très clair tout de suite avec vous. Tous les noms de leaders que vous citez, peut-être que certains se sont dit « Non mais Zuckerberg, leader, n'importe quoi. Zidane, leader, non, c'est pas lui le leader dans l'équipe de foot. Enfin, c'était pas lui le leader dans l'équipe de foot. » On va y venir. Le leadership, c'est aussi une perception. C'est très subjectif. Vous allez considérer que certaines personnes sont des leaders. D'autres ne vont pas les considérer comme des leaders. Personne ne m'a encore cité d'homme politique. Ah ben voilà, j'ai pas entendu lequel. Sarkozy, Hollande. Là, on commence à aller dans un sujet sensible, parce que quand on commence à parler d'homme politique, vous commencez à avoir votre propre opinion politique qui vient parasiter est-ce que c'est un leader ou est-ce que c'est pas un leader. Le fait d'aimer ou pas les gens ne change rien au fait qu'ils soient des leaders ou pas. Hein. On est bien d'accord. Que vous aimiez ou pas Sarkozy, que vous aimiez ou Nicolas Sarkozy, que vous aimiez ou pas François Hollande, ça n'empêche pas que ça peut être des leaders. Qui d'autre? Allez, encore 1 ou 2 noms? Nadella. Président de? Ah, de Microsoft, ben voilà. Je l'ai vu en vidéo, ça y est, je me rappelle, effectivement. Alors, je vous fais un quiz. Vous allez voir que certains, vous les avez cités, parce que forcément, j'ai un peu anticipé les noms que vous alliez sortir. Allez, le premier auquel vous n'avez pas pensé, Barack Obama. Alors, il était le plus cité il y a encore 1 an et demi. Maintenant, il est de moins en moins cité.
On sait qu'Obama, est-ce qu'il serait réélu, Obama? Bon, il ne peut pas, hein, il a déjà fait 2 mandats, mais est-ce qu'il serait réélu aujourd'hui? C'est une grande question. Deuxième, Gandhi. Troisième, Churchill. Quatrième, Nelson Mandela. J'en ai pris un dans l'histoire. Napoléon Bonaparte. Et enfin, Steve Jobs. Il n'y a pas un truc qui vous titille, là? J'ai entendu, il n'y a que des mecs. Merci. Ça, c'est un truc qui m'a toujours fasciné quand je fais cet exercice, en conférence ou en formation. Il m'est arrivé de faire une conférence sur le leadership devant un parterre composé uniquement de femmes. Il n'y a eu que des hommes cités. Allez, quiz. C'est qui? Hillary Clinton. C'est qui? Plus dur. Hey, Eleanor Roosevelt, bravo. À l'origine, elle a fait partie des personnes qui sont à l'origine de l'ONU. Vrai leader. Elle a été citée Margaret. Aung San Suu Kyi, qui est l'équivalent de Nelson Mandela, mais en Birmanie cette fois. J'en ai pris une historique, Jeanne d'Arc. Et puis j'ai cherché une PDG, Marissa Mayer, de Yahoo. Bon, pour ceux qui ont suivi l'actualité, du coup j'ai googlisé pour savoir où elle en était. J'ai cru comprendre qu'elle était sur la sellette. Voilà les leaders femmes. Alors, première chose que je peux vous dire sur le leadership, et pour moi qui est extrêmement important, il n'y a pas de caractéristiques physiques pour être un leader. Il n'y a pas de caractéristiques psychologiques pour être un bon leader. Il n'y a pas besoin d'être un homme, la preuve. Il n'y a pas besoin d'être grand, la preuve, on a des petits comme Napoléon. Il n'y a pas besoin d'avoir une grosse voix. Le gros problème dès qu'on parle de leadership, c'est qu'on a des idées préconçues, des espèces de filtres qui viennent parasiter notre vision du leadership. Et ça, pour moi, c'est un vrai problème. Et quand systématiquement on ne me cite que des hommes, ça veut dire qu'on a une vision du leadership qui est quand même très particulière, très spécifique. Et mon rôle, avant qu'on aille sur l'agilité un peu plus tard, c'est aussi de vous montrer ce qu'est le leadership et à quoi il correspond concrètement. Moi, quand je parle de leader ou quand je pense à des leaders, je pense à eux. Vous ne m'avez pas cité de leader du monde du cinéma, mais c'en est aussi. Vador et l'empereur. Alors, le leadership. Une définition du leadership. Je vous ai mis la définition la plus, on va dire, communément admise, si vous voulez. Le leadership, c'est quoi? On ne parle pas de leader à proprement parler, on parle d'un processus. Le leadership, c'est le processus par lequel une personne influence un groupe de personnes pour atteindre un objectif commun. Donc déjà, il vous faut un groupe de personnes. Pour être un leader, on ne peut pas être leader tout seul. On n'est pas leader de soi-même. On est leader forcément avec une équipe. Et on parle bien de processus. Ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas inné, le leadership. C'est quelque chose qui peut s'apprendre. Le point le plus important sur le leadership, et c'est là où on va commencer à rentrer dans l'agilité, c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Il y a une différence fondamentale entre un manager ou chef de projet. Je vous ai mis manager, mais ça marche aussi pour les chefs de projet. Un manager, c'est quelqu'un qui est reconnu par la hiérarchie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il a un statut légal, il a signé un contrat de travail et il est reconnu par la hiérarchie et il s'impose à l'équipe. De la même manière qu'un chef de projet s'impose à l'équipe. C'est un statut officiel, si vous voulez. Le leader, il n'est pas imposé par la hiérarchie. Qu'est-ce qui permet de définir le leader, à votre avis? Qu'est-ce qui permet de savoir qu'on a affaire à un leader et pas à un manager ou un chef de projet? Reconnaissance, bravo. Il est reconnu, non plus par la hiérarchie, mais par l'équipe. Il est reconnu comme tel par les membres de l'équipe. Ce qui veut dire que le leadership, on n'est plus dans le domaine du statut, on glisse dans le domaine du rôle. Quel comportement j'adopte pour faire en sorte que les gens aient envie de me suivre? C'est ça l'idée du leadership. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un a envie d'écouter ce que je raconte et de me suivre jusqu'à la réalisation de mon objectif commun? Alors, je vous ai fait une matrice qui va permettre de ranger cette histoire management et leadership. Elle sort des travaux de John Kotter, qui est un gourou du management et du leadership aux États-Unis. Il a pris 2 axes. Un axe management, les organisations ont soit un très fort management, soit un très faible management. Ça veut dire quoi? Tout simplement très fort management, des process, une organisation,
une ligne hiérarchique bien longue, beaucoup de postes, beaucoup de directions, beaucoup de postes de manager. Ça, c'est du management dans l'entreprise. Quand il y a peu de management, ben, ça veut dire qu'il y a peu de process, peu d'organisation, on va dire, formalisée. On est un peu plus libre de faire ce qu'on veut faire. Et sur l'autre axe, est-ce qu'il y a du leadership ou pas dans l'entreprise? Et ça va nous permettre d'évaluer 4 niveaux d'organisation. Avoir du leadership, c'est quoi? Est-ce que je peux prendre des initiatives? Est-ce que je peux être porteur de projet? Est-ce qu'on écoute ce que je propose et est-ce qu'il y a une remontée et une utilité de ce que je fais dans l'entreprise? Premier niveau d'entreprise, quand on crée une boîte, une start-up, il n'y a pas beaucoup de management, tout le monde fait tout et n'importe quoi parfois, mais par contre il y a beaucoup de leadership. Chacun peut innover, porter des projets, et c'est d'ailleurs ce qui fait que beaucoup de gens aiment travailler dans les start-up. Le premier niveau, les organisations innovantes et agiles. Sauf qu'à un moment donné, on se dit, là on est 10, ça passe ça. À 20, ça passe. À 50, il commence à y avoir des frictions, ça ne fonctionne plus très bien. À 100, il va falloir se formaliser quelques process, s'organiser. C'est là où on bascule dans le deuxième niveau, on rajoute du management. Mais jusque-là, tout va bien. Les leaders sont toujours là, le leadership continue à fonctionner, les gens continuent à innover, à être porteurs de projets. Sauf qu'à un moment donné, malheureusement, les entreprises commencent à chuter vers le bas. Et qu'est-ce qui se passe quand elles chutent vers le bas? Elles deviennent des organisations bureaucratiques, où on garde le management, on augmente encore notre management, de plus en plus de process, des procédures, 4 décideurs pour la moindre action. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Eh bien, les porteurs de projets, les leaders, soit ils partent, soit on ne leur laisse plus les moyens d'exercer leur leadership, tout simplement. Et puis, il y a un 4e niveau. À un moment donné, ces entreprises-là, malheureusement, même les managers finissent par partir. On va les appeler les organisations mourantes, celles qui disparaissent de la société. Alors, quand j'ai préparé cette conférence, je me suis dit quel est le meilleur moyen d'illustrer tout ça et de vous présenter ces organisations. Et du coup, moi, je vais bien entendu me focaliser sur les organisations agiles. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte de développer le leadership dans une équipe, qu'on soit chef de projet ou manager? Et j'ai choisi ça. Voilà. Vous connaissez forcément Star Wars. C'est pour ça que je vous ai mis tout à l'heure Vador et l'Empereur. C'est pour moi le meilleur exemple. En plus, je suis un peu geek sur les bords, donc forcément, j'ai choisi un truc qui me plaisait. C'est le meilleur exemple que j'ai trouvé pour présenter les modèles d'organisation et les bons fonctionnements, bonnes pratiques et mauvaises pratiques. Alors, 2 modèles. Alors, j'ai pris évidemment, comme tout puriste qui se respecte, les épisodes 4, 5, 6. En plus, c'est d'actualité, puisque le prochain sort le 16 décembre. Vous avez peut-être réservé vos places pour certains. Donc, dans les anciens, ceux qui sont sortis dans les années 70-80, je suis né en 77, année de sortie de Star Wars, donc j'en suis très fier. 2 modèles d'organisation qui s'opposent complètement. On commence par l'Empire. L'Empire, c'est quoi? C'est le prototype de l'organisation bureaucratique. Regardez. Je vous l'ai mis sur le PowerPoint. On est complètement en bas à droite. Regardez-moi ça comme ils sont bien rangés, tous alignés. Il n'y a pas un cheveu qui dépasse. Bon, vous savez ce qui se passe à ce moment-là, hein. L'empereur arrive. Donc là, il n'y a plus personne qui moufte. On est tous bien calés, bien rangés, on s'aligne. Tout se passe bien, on sait exactement où est notre place, ce qu'on doit faire, quand est-ce qu'on doit le faire. Bon, je vous rappelle aussi que l'Empire, ce n'est pas que ça. Hein. L'Empire, c'est Vador, un management ultra rigide, ce sont des clones, hein, ultra directif, on obéit au doigt et à l'œil, on ne pose pas de questions, et puis hyper autoritaire, à tel point que on ne tolère pas la contradiction. Vous vous rappelez de cette scène? Votre manque de foi me consterne. Vous critiquez Vador? Il vous serre la gorge. Vous vous plantez? Il vous bute. Le capitaine Nida, là, celui qui est en train de se rouler par terre, il meurt. Excuse acceptée, capitaine Nida. Il vient d'annoncer qu'il s'était planté. Il se fait buter. Et qu'est-ce qui se passe? Ce qui est magique dans l'Empire, c'est que quand on en a supprimé un, il y en a un autre qui prend sa place. On voit à leur tronche qu'ils ne sont pas super à l'aise d'avoir une promotion hiérarchique. Hein. Mais bon. Et puis, point important dans l'Empire, même extrêmement important, pour moi, il y a un seul leader dans l'Empire. Vador, ce n'est pas vraiment un leader.
c'est juste le bras droit de l'empereur, le seul qui décide, celui qui tient les rênes de tout l'empire et qui concentre tous les pouvoirs, si vous voulez, comme dans un État despotique, c'est bien lui. Regardez-moi cette grosse tête à côté du petit Vador qui fait tout minus du haut de son mètre 90. Ça, c'est l'Empire. Je vous laisse le disclaimer. Toute ressemblance avec des entreprises existantes ou ayant existé serait purement fortuite. Ça laisse rêveur. En 2015, vous avez encore des entreprises qui fonctionnent comme en 1910, à l'époque de Taylor. Tout ce que je vous ai présenté là, c'est du Taylorisme. Et le Taylorisme 2.0, ça existe. Donc ça, c'est le premier modèle d'entreprise. On va voir le deuxième modèle d'entreprise. Ah, on va y venir. Parce qu'on peut être un seul à la tête, mais tout dépend de l'organisation qu'on a en dessous. La rébellion, elle, c'est une vraie organisation agile. Alors, on part en haut à gauche, cette fois, de la matrice que je vous ai présentée tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous ai présenté, tout le monde était rangé, bien en rang d'oignon, chacun savait où était sa place. Regardez, ici, on mélange tout le monde, il y a les pilotes, il y a les mecs qui vont partir sur Endor, poser les bombes, il y a même des extraterrestres, des droïdes, tout le monde arrive, et je ne sais pas si vous vous rappelez de la scène, tout le monde peut parler, tout le monde peut s'exprimer. Et dans l'Alliance Rebelle, on est complètement en mode ouvert et participatif, on n'est pas en mode je suis rigide, je ne bouge pas et j'écoute tout ce qu'on me raconte. Alors, je réponds à 3 questions dans cette partie-là. Première question, comment est-ce qu'on peut mettre en place une organisation agile au sein de son équipe? Gardez en tête cette histoire de rébellion. La première chose qu'on peut faire pour passer en mode agile, si vous voulez, c'est ça. Faire confiance, non pas a posteriori, mais a priori. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je pars du principe, quand je travaille en équipe, que j'ai confiance dans les personnes qui travaillent avec moi. Je recrute quelqu'un, je lui fais confiance spontanément. Il y a 2 modèles, ça a été étudié, ce que je vous dis là, et les conséquences de faire confiance aux gens a priori sont très positives dans les entreprises. Peut-être avez-vous entendu parler de Douglas McGregor, qui a créé une théorie qui s'appelle la théorie X et la théorie Y. Alors ça n'a rien à voir avec les générations, génération X et génération Y. Ce n'est pas très marketing d'ailleurs ce qu'il a trouvé comme terminologie pour son modèle. Théorie X, c'est quoi? On part du principe, c'est le postulat de base, que les gens n'ont pas envie de bosser. En gros, ce sont des branquignoles. Il a ouvert j'ouvre les parenthèses, l'homme a une aversion innée pour le travail. En gros, il n'a pas envie de bosser. Conséquence, si les gens n'ont pas envie de bosser, qu'est-ce que je fais? Je mets des prescriptions, je dis ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, et je contrôle que le travail a été fait. Ça, c'est la conséquence. Quelle est la conséquence de ça? J'ai des gens qui font le dos rond pendant qu'ils bossent. Et ils font attention qu'il n'y ait pas un seul cheveu qui dépasse. Conséquence de ça, les gens ont peur de prendre des responsabilités. D'ailleurs, ils se prennent des baffes s'ils prennent des responsabilités. Conséquence, s'ils ne prennent pas de responsabilités, ils ont une aversion innée pour le travail. Ce sont des branquignoles. C'est un cercle vicieux. En fonction de la manière dont on perçoit les gens avec qui on bosse, c'est ce qu'on appelle les prophéties autoréalisatrices. Je pars du principe qu'ils ne savent pas bosser. Ils vont me prouver qu'ils ne savent pas bosser. Ça, c'est le modèle empire. Et puis, vous avez l'autre modèle, théorie Y, qui est la bonne manière de fonctionner selon McGregor. McGregor dit, maintenant, on prend le postulat inverse. Je pars du principe que les gens peuvent s'auto-diriger et s'auto-contrôler. OK? À partir de là, quelle est la conséquence? Du coup, ils ont une liberté d'action dans le travail. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'investissent dans le travail. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des initiatives et ils acceptent les responsabilités. Ils ont même envie d'avoir des responsabilités. On les responsabilise. Conséquence, les gens peuvent s'auto-diriger et s'auto-contrôler. On passe d'un cercle vicieux à un cercle vertueux. L'exemple que je viens de vous présenter là, le modèle que je viens de vous présenter là, théorique, est utilisé aujourd'hui pour présenter ce qu'on appelle les entreprises libérées. Peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler des entreprises libérées. À vos souhaits. Les entreprises libérées, c'est quoi? C'est l'agilité poussée à l'extrême. L'agilité serait une sorte d'intermédiaire entre le bureaucratique et l'entreprise libérée. Entreprise libérée, c'est quoi? Ce sont les entreprises dans lesquelles il n'y a plus de management. On a enlevé tous les niveaux hiérarchiques. Et donc, ce que je vous présente là sert aujourd'hui à valider sur le plan théorique le côté est-ce qu'on peut fonctionner sans manager?
Oui, on peut fonctionner sans manager. Et les exemples d'entreprises qui sont donnés sont de belles réussites. Vous avez Gore qui fabrique le Gore-Tex, Harley-Davidson ou Favi en France, F-A-V-I, qui est une entreprise industrielle qui est très connue dans son secteur. Qu'est-ce qui fait qu'on prouve la confiance? Eh bien, dans l'agilité, quand vous commencez à faire du management visuel et de l'affichage dans les entreprises, que vous êtes transparent sur l'avancement de vos projets, quand vous commencez à coller des post-it et qu'on déplace les post-it et que n'importe qui rentre dans la société peut voir où vous en êtes et ce que vous faites, c'est mon cas en tant que formateur et consultant, je me promène dans des entreprises différentes et quand elles sont en agile, je serai capable de savoir ce qu'ils font, à quel moment ils le font et où ils en sont. Donc quand vous commencez à fonctionner comme ça, il y a une vraie confiance qui s'instaure parce que tout le monde sait ce que tout le monde fait. Je vous ai pris un exemple, Blablacar. J'ai rencontré un des fondateurs, Francis, je vous l'ai dit tout à l'heure, la semaine dernière. Ils ont élaboré 10 valeurs dans Blablacar. Celle-ci, je pense que c'est ma préférée. In trust, we trust. C'est très beau, c'est très bien trouvé. On fait confiance aux gens. Et en ayant discuté avec Francis la semaine dernière, il m'a donné plusieurs exemples sur la manière dont on fait confiance aux gens. Il y en a un qui m'a vraiment fait sourire, parce que je me suis dit, c'est vraiment l'exemple caractéristique de « on fait confiance aux gens ». Déjà, il m'a dit, on n'a pas le choix, parce qu'on grossit tellement vite qu'on ne peut pas être derrière tout le monde, contrôler et vérifier. Donc du coup, ils ont un process de recrutement très spécifique et qui fonctionne très bien, mais ensuite, derrière, on fait confiance aux gens. La moyenne d'âge est basse chez Blablacar. Vous doutez bien qu'on est dans des entreprises avec une moyenne d'âge inférieure à 30 ans. Et donc, il m'explique qu'il a signé un partenariat, ils ont signé un partenariat avec Vinci. Le PDG de Vinci vient dans les locaux de Blablacar, ils sont dans une salle de réunion, ils discutent, et à la fin de la réunion, après avoir validé le contrat de manière formelle, le PDG de Vinci leur demande « Oh bah tiens, est-ce que vous pourriez me montrer un métier que je ne connais pas ou des manières de fonctionner que je ne connais pas, qui dans mon entreprise, on ne les fait pas ?» Et donc là, Francis et Frédéric Mazzella sortent de la salle de réunion et vont au service com et présentent une des personnes du service com au PDG de Vinci qui explique ce qu'elle est en train de faire comme boulot. Et donc elle lui explique, elle lui montre. Elle a 2 écrans. Et sur l'écran de droite défile tout un tas de choses. Vous allez vite comprendre ce que c'est. Et d'un seul coup, elle s'arrête d'expliquer au PDG de Vinci ce qu'elle est en train de faire. Elle se retourne vers son 2e écran, commence à tapoter, tic, 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 valide, et se remet à parler au PDG de Vinci. Et donc là, le PDG lui dit « Non, mais attendez, vous pouvez juste me dire ce que vous venez de faire ?» Donc elle dit « Bah voilà, à droite, c'est toute la timeline Twitter. Dès que quelqu'un parle de Blablacar, ça s'affiche sur mon écran de droite. Et donc là, du coup, quelqu'un a posé une question, je lui ai répondu en direct. Et là, le PDG de Vinci la regarde et lui dit « Mais personne n'a validé ce que vous venez de dire ?» Et là, il se retourne vers les 2 fondateurs. « Bah, vous validez pas ce qu'elle vient de dire ?» Là, il y avait non seulement une sorte de décalage entre les entreprises, mais même générationnel. Et la réponse a été « Ben non, on ne va pas valider, c'est son job. » Et puis elle répond même « De toute façon, c'est sur Twitter, n'importe qui pourrait répondre. Je ne serais pas salarié chez Blablacar, je pourrais répondre à la question, autant que ce soit moi qui le fasse. » Donc là, il y a un vrai décalage. Quand on fait confiance, il ne suffit pas de le dire, de faire confiance, il faut aussi le prouver. Et une des manières de prouver qu'on fait confiance, c'est de laisser les gens faire les choses et de leur laisser la responsabilité de la prise de décision. Ça n'empêche pas qu'on peut se tromper, on le verra tout à l'heure. Mais si on se trompe, qu'est-ce qu'on fait? Alors ça, c'était la première partie, et j'ai trouvé cet exemple particulièrement éclairant. Je reviendrai sur les valeurs de Blablacar, puisque j'en ai choisi une autre pour la 3e partie, la 3e question à laquelle je réponds. Et ça va me servir aussi pour la 2e partie en vous expliquant comment est-ce qu'ils les ont créées, ces valeurs. Alors maintenant, on a vu comment mettre en place une organisation agile, faire confiance. 2e question, comment est-ce qu'on passe d'un statut de chef de projet ou de manager à un statut de, on va dire, leader agile, si vous voulez, de leader. Adopter un style de leadership participatif. On l'a vu entre l'Empire et la Rébellion, la différence fondamentale, ce n'est pas tant dans l'organisation. Dans la Rébellion, il y a aussi des managers. Il y a le général, le colonel, on a quand même une ligne hiérarchique, pourquoi pas? C'est dans la manière dont la ligne hiérarchique va s'imposer que les choses changent. Et puis de toute façon, juridiquement parlant, je suis juriste, vous êtes obligé d'avoir un PDG dans une boîte. Il faut bien que quelqu'un soit responsable de ce qui se passe dans la boîte. Donc il faut toujours qu'il y ait une personne, même dans les entreprises libérées, qui soit à la tête de l'entreprise.
Alors, ça veut dire quoi, adopter un style de leadership participatif? C'est ça. Ce n'est pas une réunion, ça. C'est un point d'équipe. On est debout, on discute avant de partir. Bon, en l'occurrence, dézinguer l'étoile noire. Mais peu importe. On peut se réunir autour du management visuel pour discuter. Vous en êtes où? On en est où? Ça, c'est de l'agilité. Et on sort du cadre strict. Je vais commander une salle de réunion de 10h à 11h. On arrive devant la salle de réunion. Ceux d'avant n'ont pas encore terminé leur réunion. Donc on attend 10 minutes. Mais on reste bien devant pour leur montrer qu'ils accélèrent. Voilà. Bien rigide. Une fois encore, hein, toute ressemblance avec des réunions existantes serait purement fortuite. Le point d'équipe, quand on est debout, ça ne dure pas longtemps, hein, 10 minutes, un quart d'heure maximum, parce qu'un quart d'heure debout, c'est long. Hein. Donc quand les réunions sont trop longues, faites-les debout. Et puis vous avez remarqué, hein, personne n'a d'ordinateur. On fait passer mail. Donc pour le coup, c'est plutôt une bonne manière de fonctionner. Alors je vous ai choisi une autre matrice, puisque mon but, ce n'est pas simplement de vous donner des exemples Star Wars, c'est aussi de vous donner les matrices les plus connues. Toutes celles que je vous présente sont très connues. Hein. Vous googlisez n'importe lequel des noms que je vous ai cités, certains d'entre vous les connaissent certainement d'ailleurs. Là, je vous présente le leadership situationnel. 4 styles de leadership. 2 axes, toujours 2 axes, hein. C'est plus simple pour créer des matrices. Très directif ou peu directif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en tant que responsable d'équipe, est-ce que je décide, c'est moi qui prends les décisions? Est-ce que je suis derrière vous, je contrôle? Est-ce que je m'impose à mon équipe? Très directif ou peu directif? Est-ce qu'au contraire, je laisse une marge de manœuvre importante à mon équipe? Soit je suis très centré sur la tâche à droite, soit je suis peu centré sur la tâche. Et puis, sur le deuxième axe, on a très relationnel ou peu relationnel. Est-ce que dans ma manière de gérer mon équipe, je vais être plutôt quelqu'un qui crée de la relation ou au contraire quelqu'un qui ne crée pas de relation avec mes équipiers? Apparaissent 4 styles de leadership. Ça s'appelle le leadership situationnel. Premier style, directif. Je suis très directif, très centré sur la tâche et je ne mets pas de relation dans mon management entre guillemets d'équipe. Je décide. J'aurais pu mettre un point. Je décide, point final. C'est moi qui prends la décision, vous obéissez. Premier style de leadership. Deuxième style de leadership, c'est toujours moi qui décide, mais je vais me dire, je vais être un peu plus cool. Donc du coup, je vais vous expliquer pourquoi. On va faire ça parce que ceci, parce que cela. Je vais vous remercier à la fin de la tâche. Mais je continue à contrôler, je garde la main. Style persuasif. Je décide et j'explique. À un moment donné, on est censé évoluer à, quand on gère une équipe, parce que dans le modèle c'est ça l'idée, moins de directivité. C'est plus moi qui décide, c'est nous qui décidons ensemble. Là, on commence à glisser vers un style participatif. Je suis toujours très relationnel, mais plus du tout centré sur la tâche. Et le dernier niveau, si vous voulez, délégatif, vous décidez. C'est vous qui prenez les décisions. Je vous transfère la responsabilité de la prise de décision. Et bien dans ces 4 styles, il y en a 2 qui sont agiles, il y en a 2 qui ne le sont pas du tout. À votre avis? 3 et 4. Les styles agiles, nous décidons ensemble, vous décidez. Si on part du principe qu'on fait confiance aux gens, eh bien, on va écouter ce qu'ils racontent, on va s'intéresser à ce qu'ils racontent. Dans le lean management, que beaucoup d'entre vous connaissent, on s'intéresse bien à ce qui se passe sur le terrain. Le but, c'est ça, c'est de faire remonter l'information, de faire passer le moindre problème dans une boucle courte pour pouvoir régler les soucis. Eh bien, c'est exactement ça l'idée. Comment est-ce qu'on fait pour basculer en mode agile et plus être un chef d'équipe? Ben, tout simplement en lâchant notre côté directif, en arrêtant d'être centré sur la tâche, en arrêtant de faire du micromanagement. Alors, t'en es où? T'as fait quoi? Je t'envoie un mail pour vérifier que t'as bien bossé. Si on écoute le modèle de Ken Blanchard et de Paul Hersey, ils nous disent qu'un jeune qui intègre une équipe, il ne faut pas lui faire du participatif délégatif, il faut lui faire du directif parce qu'il faut lui poser un cadre, bien lui expliquer ensuite comment l'entreprise fonctionne, en persuasif, et puis seulement après, quand il est suffisamment autonome, lui demander alors, comment ça se passe? Ça, c'est le modèle tel qu'il a été créé. Ben, moi, à mon avis, c'est quand vous avez un jeune qui rentre dans une boîte, n'hésitez pas à lui poser des questions, n'hésitez pas à le solliciter. Parce que comme il ne connaît pas votre manière de fonctionner, il va pouvoir vous faire des rapports d'étonnement, et plus ils sont jeunes et moins ils ont bossé, mieux c'est. Hein. Quand ils arrivent dans une boîte, ils se disent « mais c'est complètement tordu ce que vous faites ». Ou « c'est absolument génial ce que vous faites ». Ben, c'est très bien, ça vous fait des consultants gratos.
Par contre, derrière, il faut tenir compte des recommandations qu'on vous fait. Quand on fait des rapports d'étonnement, il faut être capable aussi d'écouter ce qu'on nous fait remonter. Le but, ce n'est pas juste d'avoir un feedback. Et donc, du coup, ça, ce sont des styles de leadership agile. Comment responsabiliser ces collaborateurs, du coup? Vous l'avez compris, je les responsabilise déjà si j'ai fait le point 1 et le point 2. Je leur fais confiance. Et ensuite, je lâche mon côté directif. D'une certaine manière, ils sont déjà responsabilisés. Et ce qui est très bon, c'est que quand je lâche le côté directif ou persuasif et que je suis participatif, certaines personnes vont pouvoir prendre le lead dans les équipes. C'est ce qu'on appelle le leadership partagé. À la différence de tout à l'heure, où on n'avait qu'un seul leader, qu'un seul décideur, et ça devait remonter tout en haut pour valider le moindre truc, cette fois, on n'est plus dans ce modèle-là. On revient à Star Wars. Tout le monde peut être leader dans Star Wars, même lui. Vous vous rappelez? C3PO, avec les Ewoks, il devient le leader des Ewoks. Alors pourquoi? Parce qu'il est charismatique pour les Ewoks. Hein. Il n'est pas charismatique de manière générale, mais pour les Ewoks, il l'est. Il est tout brillant. J'ai l'impression qu'il me considère comme une sorte de dieu. Voilà. Et quand je vous dis que tout le monde peut être un leader, quand on commence à lâcher son côté directif, quand on commence à lâcher ce côté « c'est moi qui décide, c'est moi qui dis comment on va faire les choses », on passe complètement en mode agile. Et qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça, bien sûr qu'on peut se tromper. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on fait confiance. On lâche le côté directif. Donc ça veut dire que les gens vont faire des erreurs. L'empereur, Vador, il vous zigouille dès que vous faites la moindre erreur. Dans l'agile, surtout pas. Pourquoi? Parce que l'erreur n'est pas considérée comme quelque chose de rédhibitoire. L'erreur est considérée comme un facteur d'apprentissage. Valeur de Blablacar. Fail, learn, succeed. On se plante. Peut-être que vous le savez, pour certains d'entre vous, ils en sont à leur 6e business model. Ils auraient pu s'arrêter au 5e, mais jamais cartonner. Aujourd'hui, vous avez entendu toute l'actualité autour de Blablacar. Donc, fail, learn, succeed, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je responsabilise les gens, si je décide de leur donner le pouvoir de décision, il est impératif que je leur laisse la place à l'erreur. Bon, évidemment, ça ne veut pas dire de faire la même erreur 50 fois, on est bien d'accord. Le but, c'est d'apprendre de ces erreurs. Et bien, chez Blablacar, ils ont mis en place plein de systèmes par rapport à cette valeur. Ils font des mails FLS, Fail, Learn, Succeed. Un mail FLS, c'est quoi? C'est dès que j'ai fait une erreur, ou dès qu'il y a eu un bug sur le site au niveau de la tech, on prévient tous les autres, j'envoie à tout le service informatique, comme ça ils savent ce qui s'est passé. Le but, c'est pas d'être jugé, tu as mal fait, tu as fait quelque chose de dégueulasse. Le but, c'est si j'ai trouvé la solution, que tout le monde sache qu'il y a eu un problème et comment j'ai résolu le problème, on capitalise l'expérience, ça peut se reproduire demain. 2, si je n'ai pas la solution, j'ai 100 personnes qui sont capables de m'aider à trouver une solution. Plutôt que de tirer une tête pas possible et me dire « merde, qu'est-ce que j'ai fait ?» et laisser le site planter ou pourrir pendant je ne sais combien de temps. Ça, c'est la première chose qu'ils ont mis en place. Et puis, ils ont mis en place un autre truc que j'ai bien aimé, c'est les top flops. Certaines équipes font des réunions hebdomadaires où vous présentez non seulement ce que vous avez réussi à faire, mais aussi ce que vous avez loupé. Si ça n'a pas marché, ce n'est pas grave. Mais ça permet de faire plusieurs choses. Déjà, de capitaliser sur les bonnes et sur les mauvaises pratiques, les choses à ne pas faire. Puis deuxièmement, ça génère un peu d'humilité. Parce que dans les entreprises où tout le monde réussit toujours tout et tout le monde est « ouais, je suis au taquet », en définitive, on n'ose pas se tromper. Alors que quand quelqu'un vous dit « moi, je me suis planté la semaine dernière, voilà, bon, vous le savez maintenant, le prochain, celui qui vient d'être recruté, il n'aura pas peur de se planter. » Si personne ne se plante dans les 10 premières réunions, il ne vous racontera pas le bug ou le problème qu'il a eu. C'est un vrai état d'esprit. Dans l'agilité, il y a 2 manières de voir les choses. On peut voir les choses sous l'angle des outils ou voir les choses sous l'angle de l'état d'esprit. Ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est comme le lean management. On peut faire du lean avec les outils ou on peut faire du lean avec l'état d'esprit. À choisir, je préfère l'état d'esprit aux outils. Hein. Si vous faites du lean sans vous intéresser vraiment à ce qui se passe sur le terrain, c'est plus du lean, c'est du taylorisme. Et à quoi ça sert? À dézinguer les gens dans les entreprises parce que lean, hein, ça veut dire maigre, donc on dégraisse. C'est bien ce que ça veut dire. Et dans certains cas, dégraisser, ça veut juste dire « ciao les gars, on ne veut plus de vous dans l'équipe ». S'il y a l'état d'esprit lean, ce n'est pas virer les gens. C'est enlever tout ce qui est inutile dans l'entreprise.
Alors, je vous ai mis une diapo de fin, je n'ai pas pu m'en empêcher, que la force soit avec vous, bien sûr, je n'ai pas pu m'en empêcher. Mais le plus important dans tout ce que je vous ai dit, c'est cet état d'esprit à garder. Je vous ai pris quelques exemples Blablacar, quelques modèles. En 45 minutes, vous présentez le leadership et comment transférer ça en mode agile. C'est très court, mais j'espère avoir atteint mon objectif. En tout cas, j'étais ravi de vous présenter cette conférence. Merci à vous.